Bienvenue sur Just Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va tout simplement parler des traîtres qui nous dirigent. Et on commence tout de suite avec Cache Investigation d'Élise Lucet, qui sait comment mettre mal à l'aise ces escrocs d'hommes politiques. Très bien. Pourquoi vous n'avez pas fait appel au service de l'État pour faire ce rapport à la place de McKinsey, qui est un cabinet de conseil extérieur? Parce que vous avez avec McKinsey une comparaison internationale que vous ne pouvez pas faire avec un simple ministère. Vous ne pensez pas que vos ministères sont capables de faire une comparaison internationale? Non, il y a des études de nature mondiale. Évidemment, certains grands cabinets savent faire. C'est des données publiques. Tous les ministères peuvent avoir accès à ces données. Si vous connaissiez le sujet de près, vous diriez pas une chose pareille. Mais... Est-ce que vous estimez que c'est une bonne manière de dépenser l'argent public? Monsieur Blanquer, s'il vous plaît, accordez-nous une interview au calme si vous ne voulez pas la faire ici. C'est celle d'une démocratie. Mais vous êtes dangereuse par vos façons de faire. Monsieur Blanquer, vous n'êtes pas le parquet, n'est-ce pas? Je ne suis pas le parquet, je suis une journaliste qui essaie d'obtenir des réponses, et les journalistes, c'est leur boulot d'essayer d'obtenir des réponses. J'ai répondu. Il y a des milliers de journalistes qui me demandent des milliers de choses. On n'est pas obligé de répondre à toutes vos questions tout le temps. Ça lui fait bizarre de voir une vraie journaliste. Là, c'est pas Apolline de Malherbe ou Ruth Elkrief qui lui cirent les pompes. C'est pour ça qu'il la trouve dangereuse. Regardez encore cet extrait, il est lunaire. Nous, il y a autre chose qui nous a choqués, c'est que McKinsey propose au gouvernement français de copier en partie le système d'indicateurs mis en place par le gouvernement malaisien, qui est un pays où le système démocratique il est un peu différent du nôtre, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous trouvez ça pertinent? C'est le principal pays cité, hein. Oui, vraiment. Hein. Ok, très bien. Je ne suis pas choqué. On leur a pas dit allez nous prendre les meilleurs exemples de systèmes démocratiques dans le monde où les droits de l'homme sont les mieux respectés. Non mais c'est important parce que... Ça aurait été pas mal que vous leur demandiez ça. Ça c'est une autre mission d'une certaine façon. C'est une autre réflexion sur des politiques publiques. Ça rentre en ligne de compte quand même. Ils ont quand même donné des millions à leurs copains de chez McKinsey, ou plutôt leur maître pour être plus précis. Et il dit, je cite, « On leur a pas dit d'aller chercher le meilleur système démocratique dans le monde. » Waouh! Eux, ils nous voient vraiment comme des singes. Ils nous voient comme des singes, vraiment. Ils nous prennent pour des macaques, en fait. Plus c'est gros, plus ça passe. Regardez, je vous présente votre nouvelle ministre du Travail. C'est pour ça que c'est absolument indispensable qu'on reste aux côtés de l'État d'Israël. La nouvelle ministre du Travail et de l'Emploi est intervenue lors d'une conférence pro-Israël quelques mois avant sa nomination au gouvernement Barnier. Astrid Panosyan-Bouvet, alors députée Renaissance de Paris, s'exprimait dans une conférence sur le thème de l'union sacrée face au terrorisme et à la barbarie islamique. Celle-ci était organisée par Franck Tapiro dans la synagogue Copernic à Paris. Le publicitaire a notamment créé, avec le soutien du gouvernement israélien, la Diaspora Defense Forces, une armée citoyenne de défense de la diaspora juive. Comptez sur notre soutien avec Caroline, avec d'autres, avec Benjamin Haddad dans le 16e, avec David Amiel, avec Sylvain Maillard, avec d'autres. Nous serons là. Et ce que nous voulons vraiment faire, c'est faire de ces combats des combats qui ne soient pas simplement des combats partisans, mais des combats transpartisans. Donc, comptez sur nous, comptez sur notre énergie, comptez sur notre combativité, parce que cette cause, c'est une cause juste. Merci à vous. Encore un nouveau politicien français qui prête allégeance à Israël, on commence à avoir l'habitude. Faites ça avec n'importe quel autre pays et vous serez disqualifié direct. Regardez Moussa Darmanin qui avoue que le prénom Moussa aurait posé problème dans sa vie ou dans sa carrière politique. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Après tant d'années de fonctions électives, je remercie mes électeurs de Tourcoing, que je vais retrouver à l'Assemblée nationale avec beaucoup de fierté. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup. Ça n'aurait retiré rien de mon éducation, rien de mon mérite, rien de mon amour de la France, mais il faut regarder les choses en face. Ce qu'il vient de dire, c'est une dinguerie en fait. Mais tant qu'il mangeait à la gamelle, il disait absolument rien. Aujourd'hui qu'il sera plus que député, entre guillemets, il commence à lâcher des scuds. Mais je rappelle que c'est celui qui disait à Marine Le Pen qu'elle était trop molle sur la question des migrants et de l'islamisme. Donc pas à nous, Moussa, pas à nous. Regardez maintenant son remplaçant qui est passé sur toutes les chaînes, on le voit plus que le Premier ministre. En même temps, c'est le droitard originel. Les médias, ils sont fous de lui. Et écoutez cette petite phrase qu'il a sortie concernant les peuples d'Europe.
Je veux que les préfets me disent quels sont les obstacles qu'ils rencontrent, les trous qui sont dans la raquette. Je vais leur dire aussi qu'il faut aller au maximum de ce que l'on peut faire d'un point de vue réglementaire, faire en sorte qu'on puisse régulariser, naturaliser au compte-gouttes. On a une forme de chance parce qu'au niveau européen, il y a désormais une convergence, y compris avec des gouvernements qui ne sont pas conservateurs, qui sont des gouvernements socialistes. Dernier étant M. Scholz. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de fermeté. Parce que les peuples d'Europe veulent de la fermeté. Ils veulent qu'on maîtrise ce désordre migratoire. Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai directement pensé à la série La Servante écarlate, vraiment. Mais là, il parle bien évidemment aux différents partis d'extrême droite partout en Europe qui prennent de l'ampleur et rendent acceptable ce qui est intolérable. Regardez en Allemagne un gamin de 11 ans qui se fait arrêter pour avoir sorti un drapeau palestinien. Et là, on n'a pas affaire à une caméra cachée. C'est terrifiant, surtout que dans le même moment, Israël lance une offensive de taille sur le sud du Liban, une offensive qui a fait énormément de morts civiles. Bien évidemment, le gouvernement israélien nous dit qu'il vise le Hezbollah et que celui-ci se sert des Libanais comme bouclier humain. Ça vous rappelle pas quelque chose? I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Mais pour en revenir à la France, qui est le plus gros, oui le plus gros représentant de Netanyahou en France? Eh oui, c'est le retour de Meir Habib. Le peuple juif cherche la paix depuis sa création, depuis 1948. Personne n'a envie d'une opération terrestre. Personne n'avait aussi envie d'une opération terrestre à Gaza. Mais est-ce qu'il y aura le choix? Et c'est ça la vraie question. Israël ne veut que vivre en paix depuis 1948. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des rapports qui sont en train de prouver que le Hamas, le Hezbollah était très en colère contre le Hamas. On aime tellement Israël, on est tellement bien, c'est tellement une démocratie incroyable ce pays, où tout le monde a le droit de penser, mais c'est entouré de serpents, de gens qui veulent leur destruction. On a voulu tuer les accords aussi d'Abraham. On a voulu tuer les accords d'Abraham alors que Netanyahou était... Je vous ai pas interrompu, monsieur. Je vous ai pas interrompu. C'est pas grave. Israël n'a pas le choix. Il peut pas changer d'endroit. On a proposé l'Ouganda, on a proposé le Birobidjan. Israël a pleuré pour revenir sur sa terre, y compris dans des frontières indéfendable en 1948. Aujourd'hui, je fais confiance au gouvernement, je fais confiance à l'armée d'Israël. Et ce qu'il y a besoin surtout dans ce pays, c'est l'unité du peuple pour un seul objectif, détruire ses ennemis. Et dire qu'il y a quelques mois, il était payé par nos impôts pour dire exactement les mêmes bêtises. Mais comme d'habitude, il est trop gourmand. Toujours plus, c'est Meir Habib, il ne sait pas s'arrêter. Le monde entier, les gens à Paris m'arrêtent parce que je suis extrêmement identifié avec... l'État d'Israël en me disant mais bravo Hatzal, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Même dans James Bond, on n'aurait pas vu les voir comme ça pour essayer qu'il y ait le moins de pertes collatérales possible. Il n'y a pas de guerre propre. Il y aura forcément, hélas, des enfants qui mourront. Il y aura, hélas, forcément des femmes qui seront tombées. Ça fait 1 an que Netanyahou se retient. Là, c'est terminé. Le Liban va payer et le monde est silencieux aujourd'hui. Israël est sorti jusqu'au dernier... Ehud Barak est sorti à tort. À tort, ils auraient dû garder le sud Liban, parce qu'au moins il y aurait eu une zone de sécurité. Et c'est pas du tout impossible qu'Israël, aujourd'hui, parce qu'il n'a pas le choix,
rentre au Liban pour avoir une zone de sécurité jusqu'au fleuve Litanie. Le Liban va payer, Israël est obligé d'envahir le Liban pour avoir une zone de sécurité. Ce sont ces mots. Mais dans ce cas, si Israël se sent menacé par le pôle Nord et le pôle Sud, les sionistes vont envahir le monde entier pour plus de sécurité. C'est ça en fait. Ces gens sont fous, hein. Vraiment. Je m'improvise docteur, mais ces gens sont malades. Heureusement, sur le même plateau, on a un avocat qui va remettre un peu d'ordre dans la tête de Meir Habib. Petite remarque, quand M. Habib parle des pays arabes et d'Israël, il faut rappeler une chose, que M. Habib, Meir Habib, c'est un arabe. Il est de confession juive. Et il parle, vous savez, un discours racialiste et puis identitaire. Non, je ne suis pas arabe, je suis français, ne vous en déplaise. Je ne suis pas arabe, je suis français juif, né à Paris, de parents d'origine italienne, tripolitaine et tunisienne juif. Vous êtes français. Attendez, mais vous êtes français ou pas? Est-ce que vous êtes français? Vous ne voulez pas être français. Vous ne voulez pas vous assimiler au peuple, au pays où vous êtes. Alors ça, c'est la première remarque. La deuxième chose, vous me rappelez également le fameux discours du général de Gaulle, quand il a dit en 1967, le 27 novembre 1967, le peuple juif s'unit et Dieu Messie. Il y a un peuple juif, il y a un État juif, il y a une armée juive qui va écraser le Hezbollah. Et moi je dis plutôt, c'est le sionisme, c'est le judaïsme politique. Et je vais vous prouver, parce que ce que vous faites, vous mentez. Elie Hatem, là, vous dites plus antité-sioniste. Vous avez vu, on peut le féliciter. Il a dit Israël, n'est-ce pas? Bien sûr. Écoutez, je ne le reconnais pas comme État, parce que vous savez, c'est une entité artificielle. Le mec s'appelle quand même Meir Habib, mais il refuse l'idée de croire qu'il a peut-être du sang arabe qui coule dans ses veines. C'est dingue. Mais ça fait plaisir quand même, un petit peu d'ordre dans tout ce chaos-là. Et pour finir, dans le même thème, on a Guillaume Ancel, ancien officier, qui met régulièrement des PLS sur ce sujet-là et qui ce soir l'a encore fait dans le plus grand des calmes. J'explique simplement, sur les bombardements, si vous voulez, il ne faut pas nous faire prendre les vessies pour des lanternes. Quand on utilise pour moitié des munitions aériennes, des bombes d'une tonne, ça n'est pas des attaques ciblées. Une bombe d'une tonne, c'est fait pour détruire intégralement un immeuble de 3 étages. Donc on sait dès le départ qu'on va faire 90% de victimes collatérales. C'est un choix. Du coup, quand on dit on va bombarder largement... Mais est-ce que la responsabilité ne revient pas au Hezbollah ? Quand on va... Oui, bien sûr. C'est le Hezbollah comme c'est le Hamas pour Gaza. Mais le problème, c'est que quand on commence à bombarder de cette manière, si vous voulez, vous faites un nombre de victimes qui est totalement disproportionné et le droit de la guerre est très clair sur le sujet. Vous n'avez pas le droit de le faire. Ça relève du crime de guerre. C'est ce qui s'est passé sur Gaza où je précise que vous avez raison sur un point. Tsahal n'a jamais reçu l'ordre de détruire le peuple palestinien. Parce que sinon, il n'y aurait pas 300 ou 400 000 victimes, il y aurait 1,5 million de victimes. Par contre, ils ont reçu l'ordre de ravager intégralement la bande de Gaza pour que les Palestiniens ne puissent plus y vivre dans l'avenir. C'est ça l'objectif et c'est ça qui fait peur aux Libanais. Mais est-ce que le droit international ne dit pas aussi que quand des infrastructures civiles sont utilisées à des fins terroristes, ce sont des cibles légitimes? On doit cibler son attaque, c'est la base de la guerre. On ne doit pas attaquer essentiellement des cibles civiles et c'est ce qu'a fait Netanyahou. Vous vous rendez compte que ce qu'il dit, c'est simplement du bon sens, c'est normal. Mais de nos jours, ce discours, il est considéré comme dissident. Ça montre l'état de soumission dans lequel se trouve la France et l'Occident en général. Voilà, petite vidéo actu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la guerre globale qui se profile très clairement vu les attaques d'Israël. Parlez-moi des traîtres du monde politique qui œuvrent clairement contre les Français. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!